Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie de la nuit 03. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis un spécialiste du paranormal. La vidéo d'Halloween 2020 était d'ailleurs sur un phénomène lié au paranormal qu'on appelle la paralysie du sommeil. Vous pouvez toujours aller la voir si vous voulez. Et donc en hommage à cette passion, dans cette partie de la nuit 03, je vais revenir sur 3 phénomènes paranormaux ayant eu lieu en France. Parce que oui, les histoires de paranormal, c'est pas juste aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Non, il y a aussi en France. Donc, on peut commencer. Cette première histoire est sans aucun doute l'un des cas paranormaux les plus connus de France. À Villeneuve d'Ascq, une maison semblant sortir de l'imaginaire d'Alfred Hitchcock, mais existant réellement, a tout pour attirer les rumeurs. Des locataires s'y seraient suicidés et d'autres auraient quitté la maison totalement traumatisés. Vous allez voir. Dans la ville de Villeneuve d'Ascq, dans le nord de la France, s'implante une mystérieuse bâtisse construite en 1939 et qui a fait couler des kilos d'encre dans les journaux locaux. Elle est considérée comme hantée. On raconte qu'il y a presque 20 ans, un enfant en bas âge y serait retrouvé mort de raisons inconnues. Depuis ce décès, des phénomènes effrayants s'y seraient produits. Des locataires, effrayés par des bruits d'escalier qui grincent et des rires d'enfants, auraient quitté la maison précipitamment. Certains habitants s'y seraient même donné la mort par pendaison. Plusieurs habitants de la ville témoigneront sur cette maison. Ah oui, il y a des gens qui ont rapporté des choses étranges sur cette maison, oui. J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron, et il lui arrivait des drôles de trucs. Son bazar, ça a tenu 1 an. Et lui est arrivé des trucs vraiment bizarres. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait, et par exemple il y a eu des choses bizarres comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée, enfin, ça n'allait jamais, et tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4 je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication, et ils sont tous morts dans cette maison. La mairie n'a malheureusement jamais pu donner d'explication sur ces phénomènes. En 2006, la maison surnommée la maison de Hem a été rachetée par l'église évangélique, où a officié le pasteur Emmanuel Kamonji. Il affirme que ce serait dans cette maison que seraient mortes plusieurs personnes, dont l'enfant. D'autres habitants du quartier témoigneront également sur cette maison. J'étais en contact avec un pompier, il m'a dit, moi je ne viendrai pas ici, il avait peur, parce que d'un pompier, les pompiers doivent avoir peur de rien du tout, mais c'est parce qu'il y a une superstition qui est derrière tout ça, quoi. Dès qu'il y a un accident, la semaine dernière il y a eu du gel, le seul endroit où il y a eu un accident, c'était devant la maison, par exemple, vous voyez, juste dans le virage, là, alors est-ce que c'est une coïncidence, parce que là, comme le virage est un peu relevé et que le vent passe et que le gel doit me tenir là, toujours est-il qu'il y a eu encore un gros carton avec un camion qui a fini dans la façade de la maison. Légende urbaine pour certains, coup monté pour d'autres. Cette maison bénie alimente toujours autant les conversations de la région. Jusqu'à un cambriolage maquillé en incendie en 2014, qui poussera la ville à sa destruction l'année suivante. Le directeur de l'agence chargé de la démolition témoignera « J'ai grandi avec la rumeur qui voulait que la maison était impossible à démolir car les pelleteuses tombaient en panne ou se cassaient. Je suis moi-même fils de démolisseur. Cette maison, c'était un défi pour moi depuis tout petit. » La deuxième histoire est également l'un des cas de paranormal les plus connus de France. Au cœur de la Picardie se cache une ville du nom de Saint-Quentin où en septembre 1986, des mystérieux événements s'y écouleront donnant naissance à la célèbre histoire de la maison qui saigne. En effet, dans la maison d'un jeune couple, des traces de sang d'origine inconnue se mettent à apparaître sur les murs sans explication. Vous allez voir, c'est extrêmement effrayant. Saint-Quentin, une commune française de Picardie à 140 km au-dessus de la capitale. Connue pour son grand patrimoine et sa longue histoire, la ville va connaître la naissance d'un des phénomènes paranormaux les plus terrifiants que la France ait connus. En septembre 1986, un jeune couple, Jean-Marc et Lucie Belmer, s'installe dans le village et y vit heureux. Jean-Marc est routier, son travail le pousse à se lever tôt le matin, laissant Lucie seule à la maison. Lucie, elle, est femme au foyer. Un matin, alors qu'elle prend le petit déjeuner, elle aperçoit d'étranges traces rouges sur la table. D'une habitude soigneuse, Lucie était sûre d'avoir nettoyé. Elle pense alors que Jean-Marc a renversé quelque chose sans avoir eu le temps de nettoyer. Elle monte alors s'habiller et aperçoit sur ses vêtements les mêmes taches rouges qu'en bas. Et cela ressemble à des traces de sang. Il y en a même sur les draps. Lucie les a toutes effacées et commence alors à entendre des bruits étranges. Elle commence à avoir du mal à trouver le sommeil.
Une nuit, alors qu'ils dorment, ils entendent un énorme bruit à la cuisine. Vaisselle cassée, meubles tirés, portes claquées. Dès qu'ils descendaient, tout s'arrêtait. Et cela recommençait dès leur retour dans la chambre. Un autre soir, Lucie se met à trouver des taches de plus en plus grosses. Terrorisé, le couple appelle immédiatement la police. Le brigadier chef, Guy Piette, et son adjoint arrivent sur les lieux, pensant d'abord à une blague. Mais quand ils arrivent sur les lieux, les conclusions sont formelles. Le couple n'a pas menti. Ils pensent alors que le sang viendrait de la queue du chien du couple, mais non. Alors que Lucie discute avec le brigadier chef, un coup violent retentit à l'étage. Constatant qu'il n'y a personne là-haut, il demande alors au voisin s'il aurait déplacé quelque chose de lourd, mais le voisin dira n'avoir rien déplacé. Le brigadier chef prend alors conscience de la situation. Plusieurs jours plus tard, Jean-Marc part de nouveau au travail. Terrorisée, Lucie décide alors de se barricader. Elle se met alors à penser que quelqu'un lui veut du mal. Lucie finira par tomber de fatigue. Et au moment de débarrasser la porte, de nouvelles taches de sang apparaissent. Quelque temps plus tard, alors que Lucie rentre chez elle, elle constate que la porte du sous-sol est ouverte, porte qu'elle n'oublie jamais de fermer. Intriguée, Lucie se pousse à aller en bas. C'est alors que la porte se claque derrière elle. Pourtant, lorsque la mère et la sœur de Lucie descendent à la cave, rien ne se passait. La presse s'empare de l'affaire, et très vite, Lucie est prise pour une folle. De plus en plus de curieux sont attirés par cette maison. À Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Pour être sûr que cela n'est pas une intrusion, la police a alors un stratagème. Éparpiller de la farine sur tous les sols de la maison. Le lendemain matin, 8h30, tout le monde revient à la maison. Lorsqu'ils entrent, aucune trace de panne n'est à signaler. Et pourtant, derrière la porte d'entrée, les policiers font alors des prélèvements et font analyser les traces de sang. Et leurs conclusions sont formelles. Il s'agit de sang humain. Le groupe fait alors appel à un médium. N'étant jamais rentré dans la maison, il découvre que le phénomène trouverait ses origines au sous-sol. Il demande alors à creuser. Il pense alors trouver des os, voire même un squelette. Mais les fouilles ne mènent à rien. Après 3 semaines de cauchemar, Jean-Marc et Lucie Bellemare décident de quitter la maison. Cette dernière sera inhabitée de 2009 à 2013. Elle finira par être démolie et des restes de corps de soldats allemands auraient été retrouvés. Encore aujourd'hui, des dizaines de curieux se déplacent du bout de la France pour connaître l'histoire de ce que beaucoup appellent la maison qui saigne. Et pour finir, la troisième histoire est évidemment la plus terrifiante. Une maison d'apparence normale cache un passé tragique et effrayant. Tellement effrayant que l'habitante de l'époque, une jeune mère nommée Isabelle, va vivre un véritable cauchemar réel pendant presque 1 an avant de découvrir le passé tragique de cette maison. Je vous aurais prévenu, écartez les enfants. Et là je déconne pas. Nous sommes en région parisienne. Il y a presque 40 ans, un pavillon d'apparence simple va se révéler un jour comme une véritable maison de l'horreur après un terrible drame. Au moment où va s'y installer une certaine Isabelle Kallenborn. Quand elle s'installe à Montrouge, elle a la vingtaine d'années et elle vient de devenir mère. Elle et son enfant ont passé quelques nuits dans cette maison qu'Isabelle jugeait tranquille. Très vite, elle finira par entendre des bruits de chaises qui sont traînées dans la cuisine. Isabelle et son mari pensaient tout de suite à une intrusion et ce dernier descendait immédiatement au rez-de-chaussée. Quand ils arrivaient à la cuisine, les chaises étaient traînées et collées à la porte de la cuisine avec les marques de rayures au sol. Ils eurent par la suite des impressions d'odeur d'essence et de gaz. Les pompiers et les gaziers intervenus sentaient, mais les appareils de détection, eux, n'affichaient rien. Ces événements ont eu de mauvaises conséquences sur l'enfant du couple. Il n'arrivait plus à dormir dans sa chambre. Malgré le chauffage, la chambre restait extrêmement froide, ce qui fait que l'enfant était frigorifié toutes les nuits. Il hurlait de peur, mais n'arrivait malheureusement pas à expliquer. Isabelle a d'abord pensé qu'elle était devenue folle et va voir le médecin. Il lui répondra « Écoutez, je ne vois pas de baby blues chez vous, je ne détecte pas de dépression. » Et il lui donnera un conseil « Quittez cette maison. » Isabelle finit par s'entêter jusqu'à cette fameuse nuit où elle va littéralement vivre son pire cauchemar. Son fils se met à pleurer. Son instinct maternel la pousse à aller le chercher et au moment où elle veut sortir de la chambre de son fils, la porte se referme. Les lumières ne s'allument pas. La chambre est gelée. Heureusement pour Isabelle,
Elle avait une amie qui dormait au salon. Elle se met à hurler. « Betty, viens mourir !» Elle a 20 ans, elle est tétanisée et elle est au bord des larmes. Son amie arrive et à force de tirer et de pousser, la porte finit par s'ouvrir et en un éclair, les chiens se jettent sur les peluches de l'enfant et les déchiquetent en quelques secondes. Ce fut pour Isabelle un véritable moment de panique. Elle et son amie se regardent, les yeux rongés par la terreur. Elles prennent l'enfant, attrapent leur manteau et sortent de la maison à toute vitesse. Cette nuit fut pour elle la nuit de trop. Isabelle songe immédiatement à vendre la maison. Et c'est à ce moment qu'elle va découvrir le terrible passé de cette maison, avec l'aide d'une voisine. Cette voisine n'était jamais rentrée dans la maison depuis l'arrivée d'Isabelle. Elle l'invite un jour à boire un café, et elle reste bloquée à la porte de la cuisine. Elle lui dit « Tu n'as pas changé la cuisine ?» Elle lui répond non, car elle lui a été donnée à son arrivée. Sa voisine décide alors de lui révéler l'atroce passé de cette maison. Un jour de réveillon de Noël, une mère était à la cuisine et il y avait ses 2 enfants, un garçon et une fille, âgés entre 4 et 6 ans. Ils étaient en train de jouer alors que le téléphone sonnait. La mère doit alors se rendre à l'étage. Au moment où la mère redescend, la fille est retrouvée dans le four. Personne ne sait si son frère l'a enfermée ou si elle s'est enfermée toute seule. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les protections de l'époque n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. La mère retrouvera donc l'enfant, étouffé et brûlé. La maison devait être de nouveau habitée par la petite fille, et ils ont immédiatement décidé de retirer le four. Après avoir retiré le four, les événements se seront vite apaisés. Les propriétaires actuels n'ont, eux, jamais rien signalé, mais le pavillon garde encore enfoui une part de mystère.